Il faut organiser l'entreprise pour lui permettre d'adresser tous les sujets, et donc y compris les sujets juridiques. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat, en direct aujourd'hui de chez Exotrail, avec quelqu'un que je connais depuis des années et qui est une ancienne consoeur avocate et qui est devenue maintenant directrice juridique de cette belle société. Cécile, bienvenue au podcast de Space Avocat. Merci Nouma, je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui et d'avoir l'opportunité d'échanger sur ces questions spatiales qui nous tient à cœur, je le sais. Absolument, c'est un plaisir d'être ici. Encore une fois, merci pour ton invitation au siège d'Exotrail à Massy. Très beau siège d'ailleurs, félicitations pour cette installation et qui d'ailleurs, je crois, continue à grandir au fil des mois. Donc bravo pour cette performance. Alors, tu sais, dans ce podcast, on a une question traditionnelle, la question du parcours. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait au niveau de ton cursus, quelle a été ta carrière. Donc tu n'y échapperas pas. Cécile, quel est ton parcours? Parcours de juriste, bien évidemment. Donc études de droit à Paris 11 à l'époque, Paris-Saclay aujourd'hui. Suivi de différents stages dans le milieu spatial, ce qui m'a permis de découvrir le secteur spatial et les enjeux juridiques et de finir par me dire effectivement c'est une passion, donc je veux rester dans ce domaine. Avant d'intégrer Exotrail comme directeur juridique, tu l'as dit, j'ai effectivement été avocate pendant presque 7 ans et auparavant j'étais chez un courtier en assurance au département aviation espace. Donc j'ai eu la chance, l'opportunité d'exercer différemment mon métier de juriste dans différentes entités et sur différents sujets. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est effectivement très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as vu le droit spatial et le droit des activités spatiales au sens large. On verra peut-être tout à l'heure pourquoi ces expressions sont quand même assez différentes des unes des autres. Et donc tu as effectivement eu la robe d'avocat et là maintenant tu es rentré dans une direction juridique d'une société en plus qui est particulière au sein de l'écosystème parce que c'est une new space. Alors en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous décrire quelles sont les missions finalement d'une directrice juridique d'une new space? Alors à mon avis, les missions sont relativement similaires à celles de n'importe quelle entreprise. Ça, je pense qu'on peut partir de ce constat-là, mais ensuite, il va y avoir des spécificités qui sont liées au secteur spatial et à l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir intégré Exotrail et de faire partie de cette aventure Exotrail. Et pourquoi est-ce que j'ai cette chance? Parce que Exotrail développe aujourd'hui différents produits, ce qui implique différentes thématiques juridiques. Pour aller assez rapidement, Exotrail développe aussi bien du software, du logiciel, pour faire du design de satellites, mais aussi un logiciel de opération de satellites en orbite pour un ou des flottes de satellites, des constellations donc, c'est Space Tower. Mais Exotrail, c'est aussi du hardware, donc de la fabrication d'assets spatiales, avec notamment Spaceware, qui sont des solutions de mobilité spatiale. C'est en fait la fabrication de moteurs électriques à intégrer sur des plateformes spatiales pour pouvoir déplacer les satellites. Mais ce n'est pas tout. Exotrail, c'est aussi un futur opérateur de satellites dans l'objectif de faciliter, encore une fois, la mobilité spatiale, dans l'objectif de développer des services de logistique spatiale. Et Exotrail, aujourd'hui, commercialise un service qui s'appelle le Space Drop,
qui est un service de libération de satellites en orbite. Cette libération de satellites en orbite, elle se fait par le biais de ce Space Van, donc qui est un OTV dans lequel on va intégrer des satellites clients qu'on ira ensuite libérer sur leur orbite finale. Tout ça pour dire, ExoTrail, c'est une pluralité d'activités. Et pour un juriste, traiter de software, de hardware et de services implique des thématiques juridiques différentes, et ça fait tout le charme de ce métier. Et en fait, tu es sur une chaîne industrielle complète, finalement. Quasiment, je pense, oui. Toute la suite de contrats qu'il faut gérer. Parlons justement de la chaîne industrielle. Si on met un petit peu le droit de côté pour quelques instants, tu fais partie de l'écosystème en étant directrice juridique d'une boîte qui est quand même phare et pionnière dans ce secteur-là. Comment est-ce que tu vois en général les évolutions du secteur spatial? On sait que récemment, il y a eu les assises du New Space qui se sont tenues. On a pu voir une grande partie de l'écosystème New Space français. Comment est-ce que tu vois ce secteur-là de ton poste de directrice juridique? Comment est-ce que tu vois ces sociétés se développer, les interactions avec les régulateurs, notamment le CNES? Comment est-ce que tu vois tout cet écosystème muter et se consolider? Alors, de mon point de vue, donc du point de vue effectivement juridique, ce que je vois, c'est un nombre croissant d'acteurs arrivant sur le marché spatial, un nombre croissant d'acteurs plutôt tournés vers le New Space, donc via des startups ou des petites entreprises pour commencer. Et donc on constate une multiplication des intervenants et des acteurs sur différents domaines. Donc ça peut être de la propulsion spatiale, ça peut être du service, ça peut être du satellite, ça peut être du lanceur, enfin tout l'écosystème spatial est concerné par l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Qui dit arrivée de nouveaux acteurs, dit aussi développement de nouvelles activités. Nouvelles activités, nouveaux services qui ont des implications juridiques qui vont être différentes de celles qu'on connaît actuellement dans le secteur spatial. Je pense bien évidemment, tu connais mon sujet de prédilection, les services en orbite. Comment gérer les services en orbite aujourd'hui? Est-ce réellement pris en compte par la réglementation, notamment nationale? Comment est-ce qu'on peut réguler ce genre de nouvelles activités? Et donc, en fait, le développement des nouvelles activités nous amène à nous questionner sur l'adaptation ou l'adéquation de la réglementation actuelle à ces nouvelles activités. Et donc, d'un point de vue juridique, beaucoup de questions se posent pour pouvoir intégrer ces nouvelles activités et leur donner la réglementation qui peut être la mieux adaptée non seulement à l'activité, mais aussi au type d'entreprise dont on parle. Mais parce que pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers avec le cadre juridique dont on parle de quel type de cadre juridique? Des traités originaires de l'ONU, le traité sur l'espace, on parle de la LOS. Comment est-ce que tu vois ce corpus juridique spécifique au secteur? Alors, la réglementation internationale, elle est quand même rédigée d'une façon très large pour englober le maximum d'activités. Donc, c'est pas forcément elle qui nous pose le plus de questions juridiques aujourd'hui, en tout cas si je pointe les services en orbite. En revanche, des questions plus prégnantes se posent avec les réglementations nationales. Et on voit bien aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde, les puissances spatiales qui se sont dotées d'ores et déjà d'une loi spatiale travaillent à faire évoluer leurs lois pour s'adapter aux nouvelles activités, aux nouveaux types d'entreprises. Par exemple, la loi anglaise qui s'était adaptée entre 2019 et 2021. La loi française qui est en pleine réécriture, enfin pas la loi, mais les décrets d'application, la réglementation technique, qui est en train justement d'être réécrite, réadaptée aussi pour prendre en compte les nouveaux secteurs, les nouvelles activités. Et donc c'est plutôt l'application
des lois nationales sur les nouvelles activités que nous questionnons aujourd'hui. Pourquoi au final? Mais au final, c'est pour avoir une réglementation qui permet tout simplement aux startups, aux entreprises de pouvoir travailler dans un environnement juridique connu et qui permet d'avoir des règles vraiment applicables aux activités. Oui, parce que on a tendance à avoir le cliché de se dire moins il y a de régulation, moins il y a de normes, mieux c'est. Or parfois, lorsqu'il faut lever des fonds, lorsqu'il faut avoir des partenariats un peu lourds, s'il n'y a aucune réglementation ou si la réglementation est vraiment dépassée, ça pose des risques juridiques, des risques de responsabilité. Exactement. Donc tu es très au fait par ta carrière, passé chez les courtiers, etc. Il y avait notamment des pressions assurantielles pour qu'il y ait des normes bien claires et bien établies. En tout cas, une visibilité réglementaire. Il faut de la réglementation. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il en faut, parce que ça donne de la certitude, effectivement. Ça donne de la confiance pour les acteurs. Savoir juste où on met les pieds juridiquement, c'est extrêmement important. Maintenant, encore une fois, il faut que cette réglementation soit adaptée. Sinon, on va un petit peu dans le mur. Donc, voilà un petit peu les réflexions qui, moi, m'occupent sur le terrain, on va dire, côté et industriel et opérateur, pour, encore une fois, avoir la réglementation la plus adaptée possible et qui permette aux entreprises d'exercer leurs activités en toute compétitivité. Oui, parce qu'il y a une notion aussi derrière de compétitivité, à la fois domestique dans le pays dans lequel on se trouve, puis aussi au niveau international. C'est vrai que tu évoquais à l'instant la réforme de la LOS. Il est vrai aussi que chaque pays, en tout cas beaucoup de pays à l'heure actuelle, se posent la question de la réglementation spatiale. Il y a aussi une compétition entre les juridictions. Certains appellent ça le forum shopping. En tout cas, il y a un paramètre international à prendre en compte. Absolument, absolument. Beaucoup d'États, ces 10 dernières années, ont décidé de se doter de lois spatiales. Et effectivement, pour certains d'entre eux, on sait que les lois sont rédigées de façon à être relativement attractives pour les industriels ou les opérateurs. C'est un véritable enjeu économique d'avoir une loi spatiale. Une loi spatiale qui soit aussi à l'écoute du secteur et pragmatique par rapport aux contraintes du New Space spécifiquement, parce que c'est pas forcément des entreprises qui ont un degré de maturité dans le sens organisation corporate ou même allocation des fonds pour avoir un service conformité, des choses qu'on trouve chez Legacy par exemple. Et ça, je suis entièrement d'accord. D'où l'importance. Je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. D'où l'importance de pouvoir être accompagné par des conseils externes comme toi ou des conseils juridiques internes pour pouvoir prendre la mesure de toutes les réglementations applicables, parce qu'il ne faut pas oublier, on a parlé de la LOS, mais dès lors qu'on devient opérateur, on a aussi toute la réglementation liée aux télécommunications, fréquences plus exactement. Et donc c'est encore un autre type de réglementation, de toutes les contraintes liées au contrôle des exportations. Et donc pour pouvoir sereinement avancer dans le développement de son entreprise, je suis intimement persuadée qu'il faut être accompagné, peu importe la façon, en interne ou en externe, mais qu'il faut être accompagné par des spécialistes, des experts du secteur pour éviter les choses-trappes, tout simplement. Et aussi pour avoir une activité bien encadrée et sereine, tout simplement. Oui, et aussi avoir une bonne relation avec les régulateurs, que ce soit la NFR, que ce soit le CNES, que ce soit l'ARCEP pour certaines choses. C'est important d'avoir ce lien, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un secteur extrêmement régulé, qui a beaucoup muté en même pas quelques décennies, et les structures d'accompagnement étatique, même si ça prend du temps à s'adapter aux nouvelles réalités, il y a quand même derrière une volonté de dialogue. Ça, c'est important. Je pense que c'est quelque chose que tu vois toi aussi de ton côté. Les relations avec les instances nationales sont extrêmement importantes, même dès le départ, même quand on est une toute petite bébé New Space. Exactement. C'est important de...
Exactement, là je suis tout à fait d'accord avec toi, tout à fait convaincue. C'est le quotidien, sachant que chez Exotrail, nous avons une personne dédiée aux relations avec les institutions. Donc nous avons un VP affaires publiques, absolument. Alors, tu évoquais tout à l'heure la notion de développement des new space. Alors c'est très intéressant parce que tu es dans une industrie, dans un acteur industriel qui est un new space, mais qui a beaucoup mûri ces dernières années, qui a beaucoup grandi. Quels sont justement, parce qu'on a beaucoup parlé des conseils juridiques et réglementaires importants pour des new space early stage, des new space qui se développent au début de leur cycle. Là, et c'est intéressant de voir aussi parce que encore une fois, je renvoie aux assises du new space, mais on a vu beaucoup aussi de new space qui maintenant ont 2 ans, 3 ans, 4 ans d'existence, voire plus, qui commencent à se structurer, à se solidifier, à se consolider. Quel conseil, ou en tout cas quel point d'alerte tu verrais pour justement ces sociétés qui sont à ces stades un peu avancés de développement, qui ont levé peut-être beaucoup d'argent, qui commencent à se structurer, qui commencent à avoir pas mal de contrats importants. Quelles sont les choses-trappes juridiques qui viennent justement avec cette croissance? Alors, je pense que la première chose, c'est l'organisation. Il faut une bonne organisation. Et ne pas réfléchir en poste qui représente un coût ou poste qui représente un bénéfice, parce que en fait, il faut organiser l'entreprise pour lui permettre d'adresser tous les sujets, et donc y compris les sujets juridiques, mais pas que, hein, bien évidemment, c'est ce que je vois, bien sûr, mais il faut une bonne organisation juridique, comptable, financière, produit, production, etc. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à avoir en tête pour que l'entreprise soit bien organisée et puisse finalement se focaliser sur son activité. Voilà. Après, d'un point de vue juridique, bien évidemment, les points clés d'attention sont les contrats. Donc il faut avoir les contrats les plus sécurisants, les plus protecteurs. C'est comme ça qu'on doit aborder la rédaction ou la revue d'un contrat quand on est juriste. Donc les plus sécurisants, les plus protecteurs pour son entreprise, sachant qu'il y a énormément de dispositions contractuelles qui peuvent impacter la viabilité, tout simplement, hein, d'une entreprise, qu'elle soit du new space ou pas. Ça va être les mêmes problématiques, hein, en définitive, des problématiques de responsabilité, de pénalité, de retard, de garantie, qui sont des points clés de chaque contrat, et aujourd'hui, qui sont des points clés qui sont discutés pour chaque contrat. Donc, les contrats, c'est extrêmement important. La veille juridique, donc avoir un bon niveau de connaissance de l'évolution des réglementations, c'est extrêmement important pour pouvoir être proactif et s'adapter ensuite rapidement dès lors que éventuellement il y a une modification de la réglementation, voire même intervenir en amont de la rédaction avec les instances réglementaires pour pouvoir participer à la rédaction ou en tout cas apporter un éclairage juridico-opérationnel sur le fonctionnement d'une activité ou d'une entreprise et pour pouvoir au final essayer d'avoir une réglementation qui soit adaptée à l'activité. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a l'aspect opérationnel un peu ex post, a posteriori, il y a quand même toute l'élaboration des normes, et on est dans un secteur, un peu comme les télécoms d'ailleurs, qui apprécie le schéma de consultation. Oui. Ça, il ne faut pas hésiter, et je rebondis sur un point très important que tu as mentionné tout à l'heure, sur les contrats. Il faut effectivement pas avoir peur de négocier, parce que parfois on se dit il y a une bonne ambiance, il y a une bonne relation, on va peut-être éviter de parler de sujets qui fâchent. Au contraire, c'est peut-être le moment d'en parler pour éviter toute surprise désagréable 6 mois, 9 mois, voire 12 mois après.
Exactement. Et alors, juste dans les quand on négocie les contrats, tous les sujets, je te rejoins complètement, hein, doivent être discutés, négociés, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va arriver en désaccord. Ça veut juste dire qu'on met le sujet sur la table, qu'on explique pourquoi on veut telle ou telle rédaction. En face, le co-contractant va nous dire moi ça ne m'arrange pas parce que on a telle ou telle contrainte. Et en fait, ce sont pas forcément des sujets qui fâchent. Clairement, et d'ailleurs j'ai quelques expériences de négociation extrêmement âpres, mais pas du tout tendues, mais où tous les sujets sont mis à plat, et effectivement c'est le propre du contrat d'anticiper les éventuels litiges ensuite et d'essayer d'être le plus exhaustif possible pour éviter toute situation qui pourrait mener à une dispute. Effectivement, les négociations âpres du départ souvent permettent de régler bien des litiges à venir. Exactement. Et comme généralement en plus on est dans le New Space, les litiges peuvent apparaître à des moments compliqués, à des moments de levée de fonds, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de bien prendre le temps je suis d'accord avec toi, hein, de décortiquer tous ces points. Ouais. Même s'il peut y avoir une friction, et c'est bien naturel d'avoir un débat, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément d'opposition de principe, mais il faut travailler ensemble à faire cet accord. Alors, il y a un dernier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, je vois que tu souris parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi, pour ma part, c'est un sujet que j'avais découvert en 2019 au Luxembourg, et on en avait parlé rapidement ensemble. C'est le sujet des ressources spatiales. Alors, les ressources spatiales, ça fait un peu 2001 l'Odyssée de l'espace. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de science-fiction? Or, c'est un sujet qui est très sérieux. On a ensemble l'occasion d'en discuter régulièrement. Tu as été, je crois, auditionné au Sénat sur ces sujets-là. Donc, c'est quelque chose qui est d'actualité, même en France. Même si jadis, on peut d'ailleurs le regretter, c'était un petit peu passé sous silence. Pour nos auditeurs qui ne sont pas du tout familiers avec ce sujet-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et pourquoi c'est intéressant pour l'industrie? Et pourquoi c'est aussi intéressant pour nous, juristes de l'espace? Alors, intrinsèquement, la question de l'exploitation des ressources spatiales, c'est un sujet pour juristes, définitivement. Pour juristes. Pardon pour les auditeurs. Il y a encore de la place quand même pour les ingénieurs. Ah, mais il y a aussi des questions pour les ingénieurs, pour les opérationnels, qui vont se matérialiser peut-être dans un futur un peu plus lointain que les questions que nous, juristes, on peut se poser aujourd'hui. Mais ça viendra, tout le monde sera concerné par ce sujet. Alors bien sûr, quand on parle de l'exploitation des ressources spatiales et de la question de l'implication juridique, on se pose la question de savoir si les traités internationaux autorisent ou non l'exploitation des ressources. Donc ça, c'est un débat qui, à mon sens, relève plus de la théorie aujourd'hui que d'une réalité pratique. En revanche, quand on sera en mesure, parce que c'est pas demain quand même, hein, mais quand on sera en mesure d'avoir la capacité technique de pouvoir exploiter les ressources spatiales, là, ça va commencer à être intéressant de regarder ce qui se fait dans les autres États. Au niveau des autres États. Parce qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas concerné par cette question-là. La loi spatiale ne traite pas de l'exploitation des ressources. En revanche, les États-Unis, le Luxembourg, les Émirats arabes unis, et puis le Japon et la Corée. Donc traitent de ce sujet, donc de manière interne via leur loi spatiale. Mais ce qui va être encore plus intéressant, tu vois très bien où je veux en venir, c'est comment est-ce que nous allons
implémenter, j'utilise des termes anglais que je francise, hein, c'est très mal, mais j'en suis consciente, les dispositions des accords Artémis. Donc ces fameux accords qui ont été rédigés par les États-Unis et que certains États rejoignent par voie de ratification, et c'est le cas notamment la France. Voilà, absolument. Et ces accords Artémis, c'est un petit peu, là je vais utiliser une expression anglaise, un game changer. Définitivement, puisque il pose quand même un certain nombre de règles et de contours qui vont spécifiquement encadrer l'exploitation des ressources spatiales, sauf que il faut garder en tête que ce sont les Américains qui sont à l'origine de ces accords, que ce ne sont pas des accords multilatéraux, ils sont signés de façon bilatérale, donc par chaque État qui veut les rejoindre, et que ça peut créer un précédent, ça peut créer une sorte de, je vais pas dire de coutume, hein, mais en tout cas de cadre auquel on se réfère par la suite pour autoriser, valider l'exploitation des ressources selon ces normes. Oui, puisque même si c'est effectivement pas un traité, ça s'apparente quand même à une espèce de MOU qui fixe la compréhension de ces traités et l'interprétation de ces traités par les États-Unis, qui sont comme tous les États souverains, et qui donc du coup ont toute la latitude pour les interpréter, mais qui font rejoindre par l'intermédiaire d'un instrument contractuel d'autres États là-dessus. Moi, je trouve que c'est une super idée au niveau diplomatique. Je regrette qu'au niveau européen, on en a beaucoup parlé, qu'il n'y ait pas eu l'équivalent, parce que je pense qu'il y a une vraie vision européenne à ce niveau-là, qui malheureusement ne trouve pas du coup sa concrétisation, en tout cas à l'heure actuelle. Je crois qu'au niveau de la Chine, il y a un peu justement des questionnements pour avoir des accords un peu similaires. Oui. Je pense qu'il y a peut-être aussi un moment, il faudra se poser la question sous nos latitudes, d'avoir quelle est vraiment notre vision propre. Exactement. Et je pense que c'est intéressant. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis et de l'implication de l'Europe, j'attends avec impatience que les travaux au niveau européen sur la loi spatiale européenne commencent vraiment. D'une part, je sais que ça a commencé, mais qu'il y ait aussi une concertation avec les industriels, ce qui est envisagé, pour connaître un petit peu le périmètre, et puis surtout quelle est l'essence de cette loi. Qu'est-ce qu'on veut en faire, que va-t-elle encadrer, et donc quelle va être la position de l'Europe sur les questions spatiales. Donc ça, c'est un sujet, c'est le sujet qui va nous occuper, je pense, dans les mois qui viennent, mais qui va nous donner une véritable idée aujourd'hui de ce qu'est l'Europe spatiale ou de ce que sera l'Europe spatiale à court terme. Et donc peut-être potentiellement inclure cette notion de ressources spatiales. Peut-être. Avec une identité véritable, pas forcément suivre ce que font outre-Atlantique. Si je pouvais me permettre à ce moment-là une question un peu ancillaire, mais pour toi, qu'est-ce que ça serait cette Europe spatiale? Qu'est-ce que ça serait cette vision européenne du spatial? En incluant les ressources, mais pas que, le in-orbit, etc. Pour moi, cette Europe spatiale, alors c'est un petit peu compliqué, bien évidemment, puisqu'on a déjà des lois nationales, hein. Donc ça, c'est un premier point, qui sont très disparates les unes des autres. Certaines sont très contraignantes, comme la nôtre, hein, d'autres le sont moins, comme la loi du Luxembourg ou des Pays-Bas, hein, tout simplement. Elles vont pas traiter de la même chose, donc déjà on sait d'ores et déjà quand même que la loi spatiale européenne ou l'Europe spatiale ne va pas pouvoir tout harmoniser. Donc ça, c'est un premier point. Moi, ce que j'attends de l'Europe spatiale, hein, c'est concrètement de donner un cadre qui permette le développement des activités spatiales privées, publiques aussi, bien évidemment, mais en tout cas permettre ce développement et permettre donner une sécurité juridique, notamment, mais aussi en termes de stratégie spatiale, que veut faire l'Europe dans l'espace,
pour ouvrir l'Europe à la compétitivité mondiale. Et ce que j'attends de cette Europe spatiale, c'est qu'il y ait une vision. L'Europe spatiale, est-ce que c'est aller sur la Lune? Est-ce que c'est du vol habité? Est-ce que c'est développer l'exploitation des ressources? Est-ce que c'est développer les services en orbite? Est-ce que c'est une Europe spatiale qui va vouloir avoir vocation à encadrer les activités dans l'espace pour éviter la génération de débris, rendre l'espace plus propre. Voilà, c'est tout un tas de questions, mais avec pour moi un fil rouge qui est l'espace, selon l'Europe, devrait être un espace qui doit permettre aux entreprises d'être compétitifs et d'être une sorte de tremplin pour pouvoir avoir un ancrage aussi international. Écoute, c'est drôle parce qu'on dit toujours que la fin est dans le commencement. Tu parles de définition, les définitions dans les contrats, c'est toujours quelque chose d'important. Quelles sont les définitions? Quels sont les objectifs? Et effectivement, tu l'illustres bien avec la problématique de l'Europe spatiale, qui n'est qu'une branche, mais qu'on voit très bien dans les problématiques des ressources, parce qu'effectivement, tout le monde y va de sa propre initiative, mais derrière, on est face à des blocs qui sont très unis. C'est important d'avoir quand même une ligne directrice et un objectif à terme. Oui. Cécile, un immense merci, encore une fois, de nous avoir accueillis aujourd'hui à Exotrail, chez toi. Tu es toujours la bienvenue dans ce podcast et bien évidemment à très bientôt parce que je suis sûr qu'on aura d'autres épisodes. On pourra d'ailleurs reparler des ressources spatiales de manière plus extensive si tu le souhaites. Absolument. Mais écoute, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir fait ce podcast et à ta disposition pour recommencer quand tu veux. À très bientôt.